Bonjour Emmanuel et bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Les nouveaux chemins se demandent tous les jours si les philosophes doivent s'engager dans la vie politique en compagnie de Jean Danielou, Marianne Chassor, Antoine Ravon, Mathilde Bergman et Géraldine Mosna-Savoie, à la lecture communiste des textes cette semaine Jean-Louis Jacopin, à la réalisation de multitudes turbulentes Olivier Guérin, avec aujourd'hui à la prise de son autonome Philippe Redin. Bienvenue sur les chemins du vendredi où chaque semaine nous tentons de réconcilier philosophie et temps présent. Table ronde autour d'ouvrages philosophiques qui viennent de paraître, masterclass avec un philosophe au parcours singulier, regard croisé de deux philosophes sur un enjeu politique ou éthique contemporain, mais aussi séminaires, rencontres et festivals, autant de façons de tendre le micro à la philosophie en train de se faire. Alors après Clément Rosset, Pierre Macheret, Renaud Barbaras, Étienne Balibar et Souleymane Bachir Diagne, j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui le philosophe Tony Negri à l'occasion de la parution du hors-série de Philosophie Magazine sur le thème « Les philosophes et le communisme ». Tony Negri, bonjour. Bonjour. Buongiorno, il presidente della Democrazia Cristiana, Aldo Moro, è stato oggetto di un gravissimo attentato. Le responsabilità di Aldo Moro sono le stesse per cui questo Stato è sotto processo. La sua colpevolezza è la stessa per cui la DC e il suo regime saranno definitivamente battuti e dispersi dall'iniziativa delle forze comuniste combattenti. Non ci sono dubbi, Aldo Moro è colpevole e viene pertanto condannato a morte. Le 9 mai 1978, dans le centre-ville de Rome, la police découvrait une Renault 4 dans laquelle se trouvait le corps d'Aldo Moro, président du Parti démocrate chrétien italien. Un crime infâme venait d'être commis contre un grand homme politique, celui qui avait voulu briser un tabou de la société italienne en partageant le pouvoir avec le Parti communiste. Tony Negri, vous êtes né à Padoue en 1933, où vous avez enseigné la philosophie politique entre autres, en particulier celle de Spinoza, de Marx, de Hegel, que vous avez traduit, en particulier ses écrits sur le droit. Vous avez également enseigné en France, à l'École normale supérieure de la rue d'Ulm, ainsi qu'aux universités Paris 7 et 8, et vos ouvrages portent sur ces auteurs, Spinoza et Marx entre autres, mais aussi, et commençons par là, puisque le thème du jour nous y invite, les philosophes et le communisme, en dehors de votre activité universitaire, vous avez été un militant politique. En 1961, vous avez cofondé l'opéraïsme, qui est un mouvement marxiste hétérodoxe qui prenait le refus du travail par les ouvriers. Vous avez combattu en Italie au cours de ces années en faveur de l'égalité sociale, mais sans adhérer au Parti communiste ni aux Brigades rouges, ce qui ne vous a pas empêché d'avoir été accusé d'avoir participé à l'assassinat d'Aldo Moro, le chef de file de la démocratie chrétienne, de passer 4 années en prison, au cours desquelles vous avez été élu député du Parti radical italien. Et 15 ans plus tard, après vous êtes réfugié en France, vous avez fait le choix de retourner en Italie et de purger une partie de la peine avant d'être définitivement libéré. Je fais ces rappels biographiques puisque dans votre cas, me semble-t-il, votre travail théorique et philosophique sur le communisme est indissociable d'un engagement pratique et de votre activité de militant. Tony Negri. Oui, c'est ça. Moi, j'ai commencé à penser les concepts de la philosophie politique, c'est-à-dire comment on peut être un bon citoyen, comment on peut être quelqu'un qui aide les autres à être des citoyens, comment je peux participer au pouvoir, comment je peux participer à la vie commune, et je le fais en tant que communiste, d'un communisme qui n'était jamais un communisme lié à l'Union soviétique, ni au Parti communiste italien. J'ai eu une éducation catholique, pas de ma famille, qui était une famille d'origine prolétaire, mais mon père avait participé à la fondation du Parti communiste en 1921 en Italie, mais moi je n'ai même pas connu mon père parce qu'il est mort quand j'avais 2 ans. Ma famille était laïque, mais je suis entré dans l'action catholique très jeune.
Je crois, justement, parce que j'ai prouvé une certaine passion pour la justice. Les catholiques en Italie, dans ces années-là, étaient particulièrement ouverts à la justice sociale, à des discours sur l'égalité, dans des régions très pauvres, comme c'était alors le nord d'Italie, la partie du nord de Padoue, Venise, où j'habitais. Terre d'immigration, terre de pauvreté, terre paysanne. Et donc, rien. Mais tout de suite, à 20 ans, je suis entré au Parti socialiste italien. Et dans le Parti socialiste, j'ai travaillé. En même temps, j'ai commencé une carrière universitaire. Et là, j'ai fait rencontrer mon plaisir du savoir et mon plaisir d'agir. Vous parlez de plaisir, c'est par plaisir que vous avez pensé et agi. Mais je crois que tous les hommes fonctionnent sur la base d'un principe de plaisir, non? Ça, c'est le spinoziste en vous qui parle. Oui, c'est un spinozisme tout à fait banal, non, si vous voulez. Moi, je crois beaucoup à la banalité du bien, non? Et ça me paraît fondamental dans les rapports entre les gens, non? Le fait qu'on cherche, surtout quand on vit dans la pauvreté, non? Quand on vit dans la misère, quand on vit... Et on doit s'aider. Et on doit s'aider pour vivre, non? L'égoïsme, c'est quelque chose qui vient après, non? Quand on commence à entrer dans la société bourgeoise. Et alors, on a besoin d'éliminer l'autre pour trouver une place. Pas pour avoir de satisfaction, non? Mais c'est simplement pour trouver de la place. Et c'est à ce moment-là que j'ai commencé à m'occuper dans l'action. Mais vous voyez, par exemple, il y a une parenthèse, j'ai voyagé beaucoup quand j'étais jeune. J'ai voyagé en autostop un peu partout. Et à un certain point, je suis allé en Israël à travailler, non? Et c'est là que j'ai connu pour la première fois des communistes véritables. Dans les Vénéties, on ne trouvait pas des communistes. Mais dans les kibbutz, dans lesquels j'étais presque une année, là, je suis devenu communiste. Et je suis devenu communiste en voyant qu'en réalité, c'était possible. Créer une institution autour du fait de travailler ensemble, de construire ensemble des rapports sociaux véritables, de considérer la monnaie quelque chose qui était important, absolument fondamental pour survivre et pour échanger, mais de laquelle c'était mieux l'utiliser ensemble, et comme ça. Mais alors pourquoi avoir choisi de ne pas adhérer au PCI, au Parti communiste italien, et même toujours d'avoir gardé vos distances? Vous revendiquez le fait de rester en dehors du communisme comme institution. Vous voyez, là, moi je suis devenu, que j'avais 25 ans, 26 ans, en 1960, secrétaire de la section du Parti socialiste italien, qui était une section de gauche. J'ai dirigé dans ma Provence les luttes contre un gouvernement démocrate chrétien fasciste qu'ils ont essayé en 1960 de faire passer à Rome. On a gagné sur ce terrain et j'étais invité en Russie alors, en Union soviétique, pour aller dans un grand hôtel, non, pour se reposer sur les Sochi, où maintenant il y a les Jeux Olympiques. Je suis allé là-bas et j'ai eu vraiment le sentiment que la société russe était encore une société en pleine évolution, c'était le moins qu'on pouvait dire, non, dans laquelle les différences de classe et toutes les choses et toutes les formules dans lesquelles le capitalisme se reproduisait étaient présentes. Dans la même période, j'ai commencé à connaître des gens français, j'ai connu très bien Lucien Goldman. J'ai travaillé beaucoup avec même Domenac et Esprit, les gens d'Esprit et tout ça. À travers l'université, j'ai commencé à avoir des contacts même avec des gens qui avaient des rapports avec le communisme qui étaient comme le mien. C'est-à-dire un rapport d'extrême intérêt intellectuel, un rapport des possibilités réelles et d'autre part un jugement politique sur le communisme soviétique qui était un jugement polémique et tout à fait négatif de ce qu'était la société russe. Mais vous ne prenez pas simplement vos distances avec le communisme soviétique, mais aussi avec le communisme marxiste tel qu'il a été récupéré, en tout cas par les marxistes. Mais ça, c'est pas vrai en réalité. Parce que moi, j'ai jamais cru à la nécessité de rapport direct, continu, entre le marxisme et Staline. Non, c'est pas ça. L'histoire est quand même quelque chose d'extrêmement important. Et la philosophie, vous savez, c'est pas... La philosophie même, l'histoire de la philosophie, les liaisons philosophiques ne sont pas des continus, sont des ruptures continuelles, sont des réactions que les gens ont
devant les problèmes que la société révèle. Il n'y a pas une histoire de la philosophie. L'histoire de la philosophie c'est une histoire de technologie peut-être, mais tout à fait secondaire devant ce qui est en réalité la prise de position devant les problèmes concrets. Donc pour moi, le marxisme était avant tout une redécouverte de Marx. Une redécouverte de Marx sur la base d'une hypothèse, je pense, réelle et fondamentale, c'est-à-dire que la modernité avait reproduit d'un côté une ligne qui allait de Descartes jusqu'à Hegel, non? Et de l'autre part, il y avait une ligne qui allait de Machiavel jusqu'à Spinoza et à Marx. Et c'était une ligne extrêmement positive dans laquelle on donnait un jugement sur la réalité, qui reconnaissait que le pouvoir était une domination, qui était la domination des uns sur les autres, qui était la domination des riches sur les pauvres, qui était la domination des hommes sur les femmes, qui était la domination des patrons sur les ouvriers. Et donc c'est ça, et que la lutte sociale, la lutte des classes, était un terme absolument fondamental. Et que dans Marx, on pouvait certainement lire, selon la culture généralisée à son temps, une certaine téléologie, si vous voulez, de cette lutte des classes, mais qu'en réalité, cette téléologie n'existait pas. C'est ça, donc c'est pour ça que vous avez également pris vos distances avec... Cette téléologie, c'est pas l'élément fondamental dans la pensée de Marx. C'est quelque chose qui suit plutôt ce qui est le déterminisme post-hegelien classique, n'a rien à voir avec ce qui est l'expérience véritable de Marx, celle de laquelle il parle. C'est l'expérience de la lutte des classes, c'est l'expérience de la construction de la part des hommes, de leurs institutions libérées. C'est le problème de l'émancipation, c'est le problème de la libération. Ce sont des problèmes dans lesquels la subjectivité en premier lieu. Le Marx historien est autant important que le Marx critique de l'économie politique. Et les deux sont plus importants du Marx métaphysique. Et surtout, vous voyez, nous, on a commencé tout de suite à dire pourquoi on n'essaye pas de faire comme Marx. Et alors, on n'est pas allé dans les sections de partis à expliquer qu'est-ce que Marx pensait de la réalité, qu'est-ce que pensait Lénine après lui, ou Rosa Luxembourg. On a commencé à aller devant les usines. Et c'est ça l'opéraïsme. On a commencé à aller devant les usines et à voir comment ça marchait, l'exploitation en réalité, et comment on pouvait organiser la révolte, la lutte. Donc l'opéraïsme était aussi une manière d'accélérer ce mouvement vers la révolte, c'est-à-dire de ne pas parier sur un dysfonctionnement du capitalisme lui-même entre ses rapports de production qui allait conduire à une forme de révolution, mais en demandant, en encourageant les ouvriers d'arrêter de travailler. C'est une manière d'accélérer le processus. Quand vous parlez en me présentant du refus du travail, c'est ça le refus du travail, non? C'est pas seulement, c'est le refus de la journée de travail, c'est-à-dire de cette horrible chose par laquelle les gens faisaient 8 heures au travail, et après 8 heures de marche en arrière avant de la maison au travail, 8 heures de sommeil quand ils avaient la possibilité de l'avoir, c'était une vie horrible. Mais oui, mais c'est pas l'occupation, être occupé, être employé, tout ça, c'est horrible, tout ça. Il y a un sentiment de liberté qui est fondamental et que les ouvriers avaient complètement oublié. Mais est-ce que la subtilité sans doute de votre pensée, la valeur ajoutée de votre travail philosophique dans cette lignée-là, est d'élargir le concept même des dominés, pas simplement à la classe sociale des ouvriers, comme c'était le cas chez Marx, mais comme vous l'avez dit tout à l'heure, aux dominés en général, c'est-à-dire à toutes les formes de marginalité au sein de la société. Si vous voyez, moi j'ai toujours pensé que par exemple le capital n'est pas un léviathan. C'est un rapport social. Et un rapport, c'est un rapport entre quelqu'un qui commande et quelqu'un qui subit le commandement. Foucault, il appelle l'action sur l'action de l'autre. Et voilà. C'est une domination intersubjective plus que sociétale. Pour moi, l'opéraïsme, Marx, c'était toujours ça. C'était toujours ça. C'est-à-dire, quel est le point de vue des ouvriers, de ceux qui sont là et qui subissent le commandement et subissent l'exploitation. C'est-à-dire, vous voyez, le salaire. Qu'est-ce que c'est le salaire? C'est la forme dans laquelle ton travail est payé, mais est payé moins du travail que tu as donné, non? Parce que le patron accumule. Et alors là, bon, c'était évident qu'on m'a accusé d'être le chef du terrorisme italien parce que je disais ces choses-là, non?
Parce que j'ai donné avec ce que je disais, mes camarades ont fait, et moi aussi j'ai fait. Parce que je ne considère pas d'être innocent, non. J'ai fait de la lutte de classe jusqu'au fond, et j'étais très content de la faire. Mais on était... Vous voyez, 68 en Italie a duré 10 ans. De 68 justement jusqu'à 79, quand il y a eu la grande répression. C'était pas moi que je suis allé en prison, et j'ai fait 11 ans de prison et 14 d'exil, sans papier, sans rien. Avec la chance d'avoir Mitterrand qui m'a accueilli ici. Mais c'était des milliers et des milliers de gens. C'était un mouvement qui a duré, comme 68 en France, qui a duré 6 mois, qui a duré 10 ans. On doit remarquer que des décrets capables de jeter l'indignation dans le cœur du plus grand nombre des citoyens ne sont plus dans le droit de l'État. Car il est certain que les hommes tendent naturellement à s'associer dès qu'ils ont une crainte commune ou le désir de venger un dommage commun. Or, le droit de l'État ayant pour définition et pour mesure la puissance commune de la multitude, il s'ensuit que la puissance et le droit de l'État diminuent d'autant plus que l'État lui-même fournit à un plus grand nombre de citoyens des raisons de s'associer dans un grief commun. Aussi bien il en est de l'État comme des individus. Il a lui aussi ses sujets de crainte, et plus ces craintes augmentent, moins il est son maître. Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Bienvenue sur les chemins du vendredi, où nous parlons de multitude et de communisme, surtout en compagnie du philosophe Tony Negri, à l'occasion de la parution du hors-série de Philosophie Magazine sur les philosophes et le communisme. Tony Negri, lorsque vous parlez du communisme, et notamment dans les nombreux ouvrages que vous avez consacrés, alors soit à l'époque contemporaine, soit même à des philosophes, que ce soit Spinoza ou Hegel, souvent revient le terme même d'amour, et d'amour au sens spinoziste du terme, c'est-à-dire, comme vous l'avez rapidement évoqué tout à l'heure, que vous prenez comme fondement anthropologique d'un État, de la société, le désir d'être ensemble, ou, comme le dit Spinoza, la crainte d'être seul, ce qui revient au même, ce qui est une façon de le formuler à l'inverse. Ce qui vous permet de contourner, disons, une démarche contractualiste pour penser l'État, et d'avoir donc comme substrat cette volonté ou ce désir, tout simplement, d'être ensemble, ce qui est pour vous une base philosophique qui vous permet ensuite de penser la possibilité de l'avènement du communisme. Mais vous voyez, l'être ensemble, c'est un désir, c'est quelque chose d'extrêmement important, c'est un acte d'amour du spinoziste, c'est-à-dire n'a rien de mystique, n'a rien d'érotique, c'est seulement le désir d'être avec les autres, la haine de la solitude. Mais il y a quelque chose de plus encore, être ensemble est productif, c'est extrêmement intéressant de voir une identité dans le discours de Marx et de Spinoza et de Marx. Parce que aussi Spinoza que Marx, même dans les mêmes termes, dit quand deux personnes sont ensemble, elles sont plus productives qu'être seules, que quand les deux personnes sont seules. Le travail, l'activité, le désir qui exprime deux personnes ensemble n'est pas la somme de ce qu'ils font l'un et l'autre. Mais c'est quelque chose d'excédent, c'est quelque chose en plus. Et ça, c'est formidable, parce qu'il décrit ce qu'est la vie, non? La vie, c'est toujours rester ensemble. La mère et l'enfant, deux personnes qui s'aiment,
beaucoup de personnes qui veulent vivre ensemble, les personnes qui produisent, qui ont du travail, qui mettent le travail ensemble, les personnes qui exploitent le travail. Parce que qu'est-ce qu'il prend? Il ne prend pas les personnes. Oui, il peut même les tuer, oui, c'est évident. Mais ils n'ont pas l'intérêt à le faire. Parce qu'il faut toujours reconnaître que sans le travail, il n'y a pas de richesse. Et donc, il prend quoi? Il prend l'excédence. C'est le surplus. Le plus travail. Et c'est pour ça que dans la société contemporaine, dans la transformation du capitalisme, c'est-à-dire dans une transformation dans laquelle les hommes travaillent surtout à travers communication, à travers le fait qu'ils se mettent ensemble, l'un après l'autre, chacun avec sa singularité, pas en masse, pas en répétant chacun, comme ça se passait sous la société industrielle, pas en répétant tous ensemble une pure répétition, justement, des mêmes actes, et tout ça. Le fait d'être ensemble était, dans tout cas, producteur de richesse. Mais maintenant, ils sont ensemble en tant qu'une singularité. Ils existent l'un pour l'autre. C'est pour ça que vous substituez au concept de masse celui de multitude, que vous empruntez à Spinoza dans le texte que j'ai lu avant, qui était un extrait du traité d'autorité politique. Spinoza parle bien de la puissance commune de la multitude. Alors comment vous distinguez la masse de la multitude? La masse, c'est la masse. Ils sont tous ensemble, ils se répètent. Ils sont là. Il y a un côté passif en plus de la masse. Oui, prenez toute analyse de l'industrie contemporaine, moderne, non? Et vous avez le concept de masse complètement défini. Vous entrez dans l'usine, non? Et il y a des gens qui répètent des actes. Le taylorisme, c'est ça, non? C'est l'analyse scientifique de l'organisation du travail en utilisant un certain dressage de l'anthropologie anthropologique. Et aujourd'hui, on se trouve dans une société dans laquelle il n'y a plus d'usines. Au mieux. Il y a des usines qui restent parce que les sociétés sont toujours complexes. Il y a des mondes qui s'interpénètrent et tout ça. Mais la grande tendance est celle à dépasser ce niveau dans lequel les masses, non, étaient appelées au travail. Dans un travail qui était plus ou moins similaire, au moins, dans lequel l'anthropologie de la singularité était complètement éliminée. Ce qui était important, c'était faire produire la masse. Aujourd'hui, c'est faire produire la singularité dans la communication. Et c'est ça la grande différence, et c'est ça qui détermine un potentiel extrêmement plus haut de démocratie. C'est-à-dire un potentiel de n'être pas commandé. Transformer, j'ai dit aussi ça, de transformer la crainte. Une fois, c'était les patrons qui avaient crainte de la multitude. Et aujourd'hui, c'est la multitude qui a crainte des patrons. Parce qu'ils sont inutiles. Et pourquoi on doit avoir des patrons? Quand le capital fixe même, c'est-à-dire les instruments de travail sont dans notre cerveau, et quand la diversité, la qualité vient de notre capacité cognitive. Le travail cognitif est ça, c'est un ensemble de singularités formidables, qui n'est pas masse, mais multitude. Mais est-ce que le problème n'est pas, certes, alors vous prenez en compte la singularité de chacun, montrant que chacun a les moyens, y compris grâce aux technologies contemporaines et modernes, d'être son propre patron, en réalité d'être son propre chef, mais le problème est que les structures économiques et sociales ne permettent pas de faire advenir cette possibilité, ce potentiel d'autonomie. Et c'est pour ça qu'il est nécessaire la révolution, non? Vous l'avez dit. Non, vous l'avez dit, c'est pas moi qui en appelle à la révolution. Ça me paraît évident. À travers la technologie, non? Les gens sont expropriés de leurs capacités. Ah, donc en fait, la technologie qui était un vecteur d'indépendance et d'autonomisation se retourne contre les individus eux-mêmes. Ça devient une nouvelle forme d'aliénation. Ça pas automatiquement, on n'est pas des guerriers. Hein? C'est-à-dire, des guerres, c'est vraiment la mystification totale, non, de ce phénomène qui est un phénomène réel. Là, il y a des forces qui sont en jeu. Ce sont des forces, non? C'est cet horizon qui est un horizon sans Dieu, sans finalité, sans rien, sinon l'humanité. Cet humanisme qu'il faut faire rentrer, non, dans la philosophie, qu'il faut faire rentrer dans la philosophie, mais surtout dans la politique. C'est-à-dire comprendre quelle formidable force il y a dans cette humanité qui a, à travers la technique, à travers la souffrance du travail, rejoint une possibilité dans laquelle produire, que ce n'est pas seulement travailler, comme on l'interprète dans l'économie politique, mais c'est développer sa propre personnalité, sa propre singularité.
sa propre capacité d'être ensemble. Parce que toute l'idéologie contemporaine dit justement, vous devez être l'entrepreneur de vous-même. Mais il n'y a pas entrepreneur de soi-même. Il y a simplement les entrepreneurs ensemble. Mais à partir du début, le langage est être ensemble. Comment on peut être entrepreneur de soi-même? Qu'est-ce qu'on fait? On prend un langage pour nous-mêmes. On est tous des gens qui parlent seulement à son âme. Il n'y a pas d'âme. Il y a simplement un excédent qui est langage, qui est technique, qui est savoir, qui est joie. Mais en gros, ce que vous dites, c'est que la façon dont vous analysez le contexte contemporain, et notamment la place des technologies modernes, c'est que bien loin de conduire à la révolution, le diagnostic marxiste n'a fait que se perpétuer sous d'autres formes. C'est que maintenant, avec la désindustrialisation, il y a certes plus d'usines ou moins d'usines, l'aliénation n'est pas la même, elle a été reconduite différemment. Donc comment alors du coup continuer à croire en une révolution possible? C'est pas jusqu'où êtes-vous matérialiste historique, c'est-à-dire jusqu'où pensez-vous que c'est le capitalisme qui va produire les structures nécessaires à la révolution? Mais ça, Marx a toujours dit ça. Mais ça fait partie du déterminisme marxien. Mais moi, je dis simplement que ce sont les gens qui produisent un désir des changements radicaux de la situation. Et qu'aujourd'hui, cette possibilité, ou mieux, cette virtualité révolutionnaire est plus possible, plus actuelle de ce qu'elle était autrefois. Parce que ce n'était pas la masse qui faisait la révolution, ce sont des singularités désirantes qui peuvent le faire. Parce qu'ils ont les moyens de diriger pas seulement soi-même, mais tous ensemble, parce qu'ils sont en relation. Ce sont des singularités en relation, la multitude. Alors, merde! On arrête tout. On arrête de faire des vices. Et comme par enchantement, il n'y a plus de chef. Plus de patron. Plus d'armée. Plus de gouvernement. Plus de pollution. Il y a des hommes. Allez, descendez. Comment arrêter ça? La situation est nouvelle. On peut tenter d'enrayer une montée révolutionnaire, mais arrêter un arrêt. Nous n'avons pas de référence historique. Les meneurs, la tête, les théoriciens, on n'en entend jamais parler. Mais que font les renseignements et les polices? Il n'y a personne, il y a tout le monde. Ça prend comme une mayonnaise. Et si on leur lançait une mobilisation générale dans les gencives? Ça serait un énorme éclat de rire. Depuis quelques jours, les murs de la ville sont couverts d'affichettes avec écrit dessus « Démobilisation générale ». Et ailleurs, dans le monde, en Chine? En Chine, c'est écrit en chinois. Le mouvement des indignés, parti d'Espagne au printemps dernier, s'étend peu à peu, même un peu partout dans le monde aujourd'hui. Un petit tour d'horizon avec Olivier Santiki. Nous sommes les 99%. Le peuple majoritaire contre la minorité du profit. Aucune ambiguïté dans le discours anticapitaliste qui se propage aujourd'hui d'est en ouest. Ici, des protestataires de Sydney. Nous ne parlons pas seulement de changer de gouvernement. Ce dont nous parlons, c'est de changer complètement le fonctionnement de tout le système, la façon dont l'argent domine la vie politique. Le 1% dont nous parlons, ce sont les grandes multinationales, les grosses compagnies minières, les banques, tout ça. Le Japon, Taïwan, les Philippines. Des rassemblements seraient prévus dans près d'1 millier de villes de 82 pays à travers le monde. Souvent d'ampleur modeste, mais c'est la première fois que tous ces collectifs se coordonnent à l'échelle planétaire. Inspirés par les indignés espagnols qui, au printemps, à Madrid, avaient lancé la mobilisation, et par le mouvement Occupy Wall Street qui campe près du cœur de la finance américaine. Cet après-midi, les manifestations vont se multiplier, notamment à Paris, et en Grèce, où la menace de faillite de l'État plonge la population dans l'austérité et la précarité. Tony Negri, revenons sur le concept de multitude que vous mobilisez pour définir votre propre réflexion communiste. Dans la multitude, on entend plusieurs dimensions. Il y a une dimension à la fois ontologique, puisque la multitude, ce serait une sorte d'auto-organisation de la diversité en certains mouvements, une espèce d'accumulation de singularités désirantes, avez-vous dit, qui produirait un tout, sans que ce tout ne constitue une masse ou un peuple. C'est-à-dire, c'est vraiment, vous insistez sur la nécessité de maintenir ces singularités au sein d'un ensemble qui ne les absorbe pas. Mais il y a aussi une dimension plus économique et plus politique. Et dans les extraits qu'on a entendus, il me semble que peut-être que ces extraits-là pointaient
le travers, le danger peut-être de la prise en compte de cette multitude. Le premier était un extrait de L'An 1, de film de Jacques Doyon qui date de 73. On entendait les patrons impuissants face à un mouvement de grève des ouvriers en disant « Mais où sont les théoriciens ?» En gros, il disait, mais ça prend comme une mayonnaise, on ne sait pas qui est le chef de file de ce mouvement-là, ce qui peut être une bonne définition de la multitude. Et ensuite, l'exemple des indignés avec l'extension à l'échelle mondiale de ce mouvement-là. Dans les deux cas, on a l'impression que ce qui manque, c'est un discours cohérent et clair qui revendique précisément au nom de quoi ils agissent et ils font une forme d'occupation ou de grève ou de révolution ou que sais-je. Est-ce que la prise en compte du concept de multitude serait suffisante pour arriver à ce que vous souhaitez, soit une forme de révolution ou d'avènement du communisme? Est-ce que la multitude n'est pas aussi une manière de dissoudre une réflexion qui serait théorique et qui pourrait fixer un but clair, autre que simplement être contre le capitalisme? Je ne sais pas, j'ai comme l'impression que vous me reprochez de n'être pas assez léniniste, non? Ah, mais alors c'est pas forcément, je vois ce que vous voulez dire, mais c'est pas forcément une idéologie. C'était justement ce que Lénine avait dit, non? Cette horizontalité des mouvements, ça suffit pas. Il faut un groupe d'avant-garde qui sait ce qu'ils aiment. Alors, pas forcément un groupe, mais un discours clair et cohérent. Les indignés n'ont pas de discours clair. Ils sont contre. C'est pas vrai. Mais ils sont contre quoi? Ils sont contre quoi? Ils sont contre tout. Non, ils sont contre l'exploitation spécifique, ils sont contre le chômage, ils sont contre la misère de la société, ils sont contre l'1% qui a la propriété des biens et de la richesse, contre le 99% qui n'a rien. Mais ça, tout le monde est contre ces choses-là. Non. À part le 1% justement qui est du bon côté des choses. Non. Là, c'est la critique du monde contemporain, du néolibéralisme dans les formes dans lesquelles il s'est réalisé. Un néolibéralisme qui a détruit les nations, qui a fait la mondialisation véritable, et nous, on est d'accord avec ça, parce que la nation, c'est rien plus que cette horrible bête féroce qui a envoyé des millions d'hommes à mourir, aussi en Europe, qu'en Asie, qu'en Afrique, et tout ça. Donc, d'un côté, il y a cette mondialisation réelle, mais sur cette mondialisation, il y a une accumulation qui s'appelle celle du capital financier, qui n'est même plus exploitation, c'est extraction de la richesse, de la surproduction, de la survalue, du surtravail dans les sociétés. C'est une espèce de monstre qui passe et qui enlève tout ça pour s'enrichir, et pour s'enrichir dans une forme anonyme, complètement irresponsable, et en détruisant même ceux que les luttes de la classe ouvrière avaient construit, le welfare, la possibilité d'avoir tous un salaire, la possibilité d'avoir tous une possibilité de vivre dans une manière heureuse. Donc, les indignés luttent après. On est parfaitement d'accord. Ça ne suffit pas. Il faut une organisation. Et cette organisation, ils sont en train, les indignés, sur la base des expériences qu'ils ont faites, de la faire, de les mettre en mouvement. Il faut beaucoup de temps pour construire une organisation qui soit capable de répondre à cette exigence humaine fondamentale qui est celle de la liberté. La liberté, c'est pas un mot de la bourgeoisie. La liberté, c'est un mot de la classe ouvrière, de la classe du prolétariat cognitif. Mais est-ce qu'il n'y a pas quand même une distinction entre l'indignation et la révolution? Il ne suffit pas d'être indigné pour être communiste. C'est ça que je veux dire, c'est que du coup, est-ce que que reste-t-il du discours communiste au sein de l'indignation? On est en train de parler d'une indignation tout à fait spécifique. C'est l'indignation pour la situation sociale dans laquelle le néolibéralisme et la crise ont déterminé sur les gens qui vivent dans cette société. Cette société du capitalisme, je ne sais pas, je pense de dire une chose la plus banale du monde. Hein. Le capitalisme, c'est vraiment quelque chose d'horrible et de mourant. Il ne peut pas continuer comme ça. Même le dernier social-démocrate, non, désormais, le reconnaît. Donc l'indignation aujourd'hui, l'indignation de laquelle je parle, c'est l'indignation pour les conditions sociales dans lesquelles les gens vivent, et surtout sur le fait qu'il n'existe plus une politique. Les gens ils ont envie de la politique. Ils ont envie de la politique, ils ont envie d'exprimer leur amour pour les autres. Et de ne pas être continuellement contraintes, non, à se taire ou à être misérable. C'est ça la chose absolument fondamentale. Mais ça, c'est comment on fait quand vous avez
dans vous-même cette possibilité de connaître, de savoir, d'agir, de transformer les choses, être obligé à ne pas rien faire, à ne pas savoir, à ne pas agir, à ne pas transformer les choses. Ce prolétariat est riche. Les indignés sont des indignés riches de possibilités, riches de virtualité. Ici, il faut complètement changer. On n'a pas peur. La peur n'existe plus. Oui, mais alors là, du coup, il y a une contradiction entre, d'un côté, ce désir que vous postulez d'amour chez les individus qui ont envie de vivre ensemble dans un monde qui serait plus juste, et de l'autre, l'interdiction, ou en tout cas le souhait de ne pas reproduire une forme de hiérarchie dominante avec quelqu'un qui serait porte-parole, une instance autoritaire, qui viendrait représenter cette multitude de deux choses une. Soit alors la révolution se fera par chacune des singularités, soit il faut bien qu'il y ait un représentant ou quelque chose qui puisse réveiller ces singularités dont vous parlez. Moi, je suis complètement d'accord sur le fait que peut-être il faudrait avoir des représentants. Mais ce n'est pas le mécanisme de la représentation actuelle, qui est un mécanisme complètement corrompu et perverti, dans lequel seulement l'argent arrive à déterminer la représentation, c'est-à-dire une délégation de pouvoir. Rousseau est mort dans ce point de vue, il faut bien le dire, là. Mais c'est pas les gens qui l'ont tué, c'est le capitalisme qui l'a tué. Il l'a tué avec ce type de mercification, non, marchandisation de la communication, de tout le reste, de la formation des élites et tout le reste. Mais c'est pas ça le problème. Je ne veux pas caricaturer rien, non. Le problème, c'est que la multitude a la possibilité de transformer ce monde ici. Et sur ça, moi, j'ai 80 ans. J'aurais pas, peut-être, non, la possibilité de voir ce qui se passera. Mais je suis tout à fait certain, et sans aucune illusion, qu'il y a cette puissance nouvelle qui se représente. Je pense toujours qu'il y a vraiment... On est dans un moment dans lequel cette crise du capitalisme est quelque chose qui est arrivé à un point fondamental. Et d'ailleurs, dans vos derniers travaux que vous effectuez... avec Michael Hart, que ce soit Déclaration, ceci n'est pas un manifeste qu'on trouve aux éditions Raison d'agir, ou la publication en poche de Commonwealth, toujours avec Michael Hart, et aussi le livre Empire qui s'est extrêmement vendu, et je le dis parce que c'est aussi assez surprenant, ça montre qu'il y a une demande, et je crois à près d'1 million d'exemplaires, n'est-ce pas? Vous faites l'effort de transposer au monde contemporain un discours qui, lui, est bien plus ancien. Quand vous parlez de communisme aujourd'hui, vous l'avez dit, les distances que vous prenez par rapport au communisme soviétique à l'époque, au marxisme, mais vous essayez vraiment de voir comment, dans quelles conditions, le monde dans lequel nous vivons peut recevoir cette pensée-là. Le travail que vous faites sur l'Empire est emblématique, c'est ce que vous dites. Tout à l'heure, vous avez dit que vous exprimez vos réticences. C'est un euphémisme à l'égard de la nation, de l'État-nation, et vous montrez davantage même que le problème vient aussi d'une structure qui est presque impériale, c'est-à-dire que le pouvoir est tellement lointain que nous ne pouvons plus nous référer à un représentant, et c'est sans doute pour ça que la représentation ne marche plus. C'est-à-dire que là, c'est les travers que vous pointez de la mondialisation. Mais vous voyez, là, quand on a commencé, à moitié des années 90, à travailler sur la mondialisation, justement, on a travaillé en reconnaissant, non, que l'État-nation était désormais complètement épuisé dans sa capacité de survie et que donc il y avait un déplacement absolument fondamental dans les centres de pouvoir. En deuxième lieu, que la classe ouvrière était complètement modifiée, et ça c'est la multitude, non? C'est la multitude, une multitude intelligente, dans laquelle la construction, le travail était tellement transformé, non? Que ce n'était plus le travail manuel, mais le travail immatériel, fondamentalement, qui produisait de la richesse. C'était dans la communication qu'il y avait des excédentes réelles, et dans la coopération entre les gens. Et après, on est arrivé, justement, à construire ce qui est le concept du commun, qui n'a rien de substantiel, n'a rien de même. On est assez lointain de considérer même les biens naturels, non, comme des biens fondamentaux. Non, ils sont les biens qui sont construits par, justement, la multitude qui travaille, et qui est fondamentalement une multitude productive, et qui crée, pour créer la richesse, crée du commun. Et c'est ça, c'est cette identification de la richesse et du commun qui devient fondamentale sur la base. Et je crois que sur cette base, je crois qu'il y aura, écoutez, donnez-moi au moins la possibilité de considérer qu'il y aura une transformation générale du mode de production.
Après, je ne sais pas si ce sera communiste ou libéral. Je pense que ce sera plutôt communiste, c'est-à-dire plutôt lié au commun que lié à l'individualisme, à l'égoïsme, à la voracité des patrons. Que votre optimisme soit contagieux, Tony Negri. Merci beaucoup en tout cas d'être venu nous parler aujourd'hui. Je veux vous parler de l'arme de demain, enfantée du monde, elle en sera la fin. Je veux vous parler de moi, de vous. Je vois à l'intérieur des images, des couleurs qui ne sont pas à moi, qui parfois me font peur. Sensations qui peuvent me rendre fou. Nos sens sont nos films, nos pauvres marionnettes. Nos sens sont le chemin qui mène droit à nos têtes. La bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Tu as le détonateur juste à côté du cœur. La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. Si tu laisses quelqu'un prendre en main ton destin, c'est la fin. De vous, Tony Negri, on peut lire une multitude d'ouvrages sans mauvais jeu de mots. Donc on mettra toutes les références de ces ouvrages en ligne sur le site des Nouveaux Chemins. J'en cite quelques-uns. Déclaration, ceci n'est pas un manifeste. C'est le dernier coécrit avec Michael Hart. Commonwealth aussi qui est sorti en folio essai récemment. Multitude évidemment, Guerre et démocratie à l'âge de l'Empire. Et puis aussi Empire. Il y en a plein d'autres, notamment sur Spinoza qui sont excellents. Spinoza et nous, l'anomalie sauvage. Rendez-vous sur le site pour avoir toutes les informations. C'était le prétexte, l'euro-prétexte à cet entretien Tony Negri. Je renvoie les auditeurs au hors-série de Philosophie Magazine consacré aux philosophes et au communisme, les philosophes et le communisme, des sources du communisme au XXe siècle jusqu'à aujourd'hui. On trouve un entretien avec vous, mais aussi avec Jean-Luc Nancy, Gianni Vattimo, Svetlana Alexievitch, ainsi qu'un face-à-face entre Alain Badiou et Marcel Gauchet. L'idée a-t-elle survécu à l'histoire ? C'est toi, elle t'appartient. Quelqu'un prendre en main ton destin. C'est la bombe humaine, c'est l'arme de demain. La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. La bombe humaine, tu la tiens dans ta main. Si tu laisses quelqu'un prendre ce qui te tient, c'est la bombe humaine, c'est l'arme de demain. La bombe humaine, c'est toi, elle t'appartient. La bombe humaine, Vous écoutez France Culture, les nouveaux chemins de la connaissance. Encore 2 minutes, papillon. C'est l'heure de retrouver, comme tous les vendredis, Éric Eschiman du Nouvel Observateur. Bonjour Adèle. Bonjour Éric. Alors je vais vous parler, une fois n'est pas coutume, d'une revue, du dernier numéro de la revue Esprit, le numéro mars-avril, qui publie un formidable dossier sur un sujet inattendu, sous forme d'une enquête auprès de ces gens sur qu'est-ce que le léninisme aujourd'hui, avec des interventions d'Olivier Abel, Jean-Claude Monod, André Orléans, Philippe Reynaud, etc. Mais je voudrais surtout, et une interview de Jean-Luc Nancy, mais je voudrais surtout parler de l'article introductif de Michael Fossel, qui je pense marquera, parce que Michael Fossel montre que ce mot de nihilisme, qu'on pourrait associer a priori à tout ce vocabulaire de l'inquiétude dans laquelle on est aujourd'hui, le déclin, le vide, l'empire du rien, la société du néant, etc., on va dire qu'on est dans une époque nihiliste, une époque du spectacle, par exemple. Et en fait, on est dans une époque où une espèce de fanatisme du rien, une passion pour dire qu'on est dans le rien, que rien ne se passe, qu'on ne croit à rien. Et en employant le mot nihilisme, la revue Esprit, en le mettant sur la table, la revue Esprit opère un pas en arrière en disant cette
ce rien, cette passion qu'on a à dire qu'il n'y a plus rien à croire, qu'est-ce que ça signifie? Ça rejoint une réflexion qu'on trouve chez d'autres auteurs très différents aujourd'hui, chez Bruno Latour, chez Zizek ou chez Ieyasu aussi, qui est de dire que ne croire à rien, c'est de croire qu'on ne croit pas, croire qu'il n'y a rien à croire, c'est une croyance. Et donc, ce que nous montre Michael Fossel dans cette introduction, c'est que le nihilisme est une croyance terrible, parce que c'est une croyance qui s'ignore. Et d'ailleurs, il n'y a pas de plus sectaire qu'un nihiliste. Pour un nihiliste, croire en quelque chose, c'est une véritable hérésie insupportable. Et Michael Fossel nous montre que le nihilisme n'est pas du tout l'idée que le monde est absurde. C'est le revers de notre modernité qui est de croire en la maîtrise, en la capacité de tout contrôler. La technique, qui est le grand régime de connaissance de la modernité, nous permet de croire qu'on peut tout savoir. Et quand on commence à ne plus savoir, quand on se rend compte que même avec la technique, on ne peut pas tout savoir, alors on dit « je ne crois plus à rien ». Donc, alors il y a cette citation formidable de Pécuchet, donc le personnage de Flaubert, qui dit « Oh, le doute, j'aimerais mieux le néant ». L'homme moderne veut des certitudes absolues, et quand il y a le moindre doute, il dit « il n'y a rien à croire ». Voilà ce que nous présente Michael Fossel dans cette introduction, en le déclinant sur 3 sujets très, très rapidement. Les valeurs, l'évaluation et aussi la démocratie qui se confond avec l'économie. Donc vraiment un texte qui synthétise cette question du nihilisme et permet un pas de recul. Il s'agit donc du dernier numéro de la revue Esprit, Notre nihilisme, le numéro de mars-avril 2014. Merci beaucoup Éric. Les Nouveaux Chemins touchent à leur fin, mais pas d'inquiétude. On se retrouve lundi prochain pour une nouvelle semaine spéciale consacrée à la philosophie au Maroc aujourd'hui. Et oui, il y a quelques semaines de cela, les Nouveaux Chemins sont allés installer leur micro à Casablanca à l'occasion du Salon du Livre de Casablanca et en partenariat avec l'Institut français du Maroc pour y enregistrer 5 émissions autour de la philosophie au Maroc aujourd'hui. Alors, c'est les questions du féminisme au Maroc, la traduction de Rousseau en arabe, la réception de la philosophie contemporaine au Maroc, autant de questions et de discussions que je vous proposerai de découvrir la semaine prochaine de lundi à vendredi.